Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je me présente. Donc je suis Vincent Lafitte, technicien chargé d'études en arbres et champêtres, en agroforesterie. On dit maintenant, c'est le thème approprié sur les thématiques donc sur le département de la Vienne principalement, à l'association Promé en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça consiste en quoi? J'interviens auprès des agriculteurs, des communes, des particuliers, des propriétaires fonciers pour travailler avec eux sur tous leurs projets de plantation, de gestion, de protection des arbres et des haies à l'échelle de leur exploitation ou de la commune ou de leur jardin. Donc on a vraiment une réflexion assez forte sur l'arbre sur le territoire. Et donc la thématique du jour, c'est une thématique qui nous est chère à Promé dans les nouvelles idées qui émergent en agroécologie, agroforesterie. C'est un petit peu donc de cultiver l'arbre sur sa ferme, mais surtout parler du fait que l'arbre, maintenant de nos jours, contrairement à ce que la PAC a pu insuffler auparavant, assez bien auparavant, l'arbre a sa place dans tous les systèmes agricoles pour être un véritable auxiliaire de culture, pour pouvoir favoriser finalement la production agricole. Donc pour développer un petit peu ce thème-là, donc c'est un thème très très vaste, hein, donc je vais tout balayer, mais de façon un peu générale, je ne pourrais pas rentrer dans le vif du sujet très très précisément en 50 minutes. Je vais tout balayer, je vais surtout expliquer comment est-ce qu'on peut introduire l'arbre sur une exploitation agricole, sous quelle forme, pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire, ça c'est quelque chose de très important, à la fois d'un point de vue bénéfices privés, mais aussi pour ses intérêts généraux qui bénéficieront à tout le monde. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Par la plantation et par des aides financières qui existent aujourd'hui. Donc, avant de commencer cela, je vais rappeler un petit peu qui est l'association Promé. Donc, l'association Promé, nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif. Hein. Nous existons depuis 30 ans. Nous avons fêté nos 30 ans l'an dernier. Et nous avons 4 principaux objectifs. L'objectif numéro 1 qui est tout ce qui est mobilisation, promotion de l'arbre, de la haie et de l'agroforesterie. Donc c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup. On fait de la promotion auprès des scolaires, du grand public, des agriculteurs, sous la forme d'expositions que l'on crée et que l'on prête, sous la forme de documents de communication, sous la forme de conférences, d'interventions dans les écoles. Alors pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, l'an dernier, nous avons sensibilisé plus de 3000 personnes, tout confondu. Et cette sensibilisation se fait aussi par l'intermédiaire d'un réseau national qui est l'APAC Agroforesterie, qui est le réseau des opérateurs de l'arbre et de la haie. Donc, si vous n'êtes pas sur le territoire que nous, Promé, nous avons, vous pouvez trouver d'autres opérateurs qui font la même chose que nous par le biais de ce réseau, le réseau de l'APAC Agroforesterie. Donc, un objectif de sensibilisation qui est important. Et notre second objectif qui nous occupe aussi énormément, c'est d'accompagner donc les porteurs de projets et les gestionnaires de l'arbre et de la haie. Donc, c'est-à-dire qu'on va aider des gens à mettre en œuvre des projets de plantation à l'échelle de leur ferme ou une commune à l'échelle de la commune, etc. Donc, par exemple, en 2019-2020, Promé a accompagné 476 porteurs de projets de plantation sur 9 départements, dont principalement 5 qui sont nos départements historiques, la Vienne, les Deux-Sèvres, les Deux-Charentes et la Dordogne depuis 2 ans. Donc, nous avons accompagné environ 50% d'agriculteurs. Donc, on voit que les agriculteurs sont un public cible important pour nous. C'est aussi eux un petit peu les dépositaires du paysage et de l'arbre sur nos territoires. 20% de collectivités et 30% de particuliers, sachant que nous intervenons aussi auprès d'entreprises qui ont des projets de plantation, soit des projets de plantation sur leurs installations, soit des projets de plantation compensatoires en lien avec des défrichements. Et tout ça, ça a représenté 170 000 arbres découpés en 52 km de haies et 100 hectares en agroforesterie intraparcellaire. Donc ça, ce terme d'agroforesterie intraparcellaire, j'y reviendrai prochainement durant le diaporama. Ensuite, en objectif numéro 3, on vient
en appui à des démarches innovantes. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant qui nous demande beaucoup d'énergie parce que ça demande de la réflexion. Mais par exemple, la dernière démarche innovante que l'on a développée, c'est ce qu'on a appelé les inventaires participatifs communaux. Il s'agit d'inventorier le patrimoine arboré d'une commune dans ses territoires ruraux, donc principalement les haies agricoles de bord de voirie, par les habitants. Alors ça a un double intérêt, c'est que ça permet d'avoir un état des lieux des haies de la commune et en plus, en simultané, une sensibilisation des citoyens volontaires sur le territoire. Et à l'issue de ce travail, la commune, par le biais d'un comité de pilotage, met en œuvre des actions de préservation de son patrimoine arboré, de ses haies, sur des bases scientifiques et techniques. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a développé dernièrement et qui nous apparaît très intéressant. Donc voilà, une démarche innovante. Il y en avait eu d'autres avant, mais celle-là, c'est l'une des actions phares, on va dire, de ces dernières années. Et enfin, on mène aussi des expérimentations pour développer un petit peu toutes les techniques en lien avec l'arbre et la haie. Donc ces expérimentations ont principalement porté ces derniers temps sur les techniques de plantation des arbres et des haies. On a fait beaucoup d'études sur les paillages des plantations, donc j'y reviendrai plus tard par le biais des photographies. Et des expérimentations actuellement en cours sur tout ce qui est répulsif à gibier, parce qu'on a de plus en plus de gibier sur les territoires ruraux. Et une façon de bien réussir ces plantations, c'est de bien les protéger de la dent des herbivores, les cerfs, les biches et les lièvres notamment. Donc voilà un petit peu nos activités. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie sur notre site internet qui est très complet. Voilà un petit peu pour nos objectifs. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord en présentant sous quelle forme on peut trouver l'arbre sur son exploitation et on peut le développer. Donc oui, ce que je disais, c'est que l'arbre, on peut le trouver sur son exploitation sous plusieurs formes. Hein. L'arbre, il a sa place dans tous les systèmes agricoles à condition de l'utiliser de façon adaptée. Effectivement, la PAC, à un moment donné, a exclu l'arbre des exploitations, mais maintenant, on est en mesure, par nos connaissances, de le réintroduire parce qu'on le connaît bien et on peut l'adapter aux nouvelles techniques de culture. Donc, l'arbre, il faut bien voir que c'est une plante pérenne qu'on va utiliser sur le long terme. Et c'est aussi une plante complexe. Avec un arbre peut avoir plusieurs hauteurs. On a des arbres qui font plus de 7 mètres, voire plus de 10 mètres, voire plus. On a des arbres qui jouent différents rôles. On a des arbres qui vont être intéressants pour du bois d'œuvre, d'autres pour du bois de chauffage, d'autres pour du fourrage, pour produire des fruits, pour produire de la vannerie. Les arbres ont vraiment de multiples facettes. Et en plus, de façon à multiplier les différentes facettes d'un arbre, on va pouvoir les associer entre eux de façon à ce qu'ils nous donnent des bénéfices différents. Et enfin, on peut aussi les conduire, nous, par rapport à la taille qu'on va leur administrer, par rapport à la façon dont on va les planter. On peut les conduire de façon spécifique qui vont nous donner des intérêts différents. Donc, j'y reviendrai sur tout ça. Hein. Donc, c'est cette plasticité un petit peu de l'outil arbre qui nous permet de l'adapter à toutes les situations en trouvant le bon arbre et sa bonne forme pour lui donner un bon rôle et l'adapter à toutes les exploitations agricoles pour que l'exploitation agricole puisse en tirer des bénéfices. Et également, bien sûr, l'exploitation agricole, mais aussi indirectement, l'arbre va donner des bénéfices d'intérêt général qui sont aussi à prendre en compte, surtout dans notre période un petit peu de crise écologique. Bon, alors je dirais pas jusqu'à dire et crise sanitaire, mais parce que c'est pas le lien, je suis pas capable de l'affirmer, mais en tout cas pour la crise écologique c'est certain. Donc alors sous quelle forme on va trouver l'arbre sur notre exploitation, mais on va pouvoir le réintroduire. Donc si tu peux passer la diaporama, Claire. Merci.
Donc, tout d'abord, les formes traditionnelles sur lesquelles vous allez pouvoir trouver la ferme sur l'arbre sur votre exploitation et la forme sur laquelle on va pouvoir les réintroduire. Donc, la forme la plus traditionnelle et la plus populaire, on va dire, c'est la haie champêtre. La haie champêtre, c'est la haie sauvage, quoi, la haie agricole composée d'essences indigènes qui poussent naturellement sur le territoire. Donc, la plus connue, c'est ce que j'ai écrit là, la petite photographie que vous avez en haut à gauche, la haie haute ou la haie tristrate, la haie brise-vent. C'est un petit peu celle qui est la plus vulgarisée par rapport à tous ses intérêts vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis du climat, vis-à-vis du ruissellement des eaux. Donc, c'est un petit peu la haie ultime, qui a été très vulgarisée par Soltner notamment. Donc, cette haie-là, elle est vraiment très intéressante et j'y reviendrai. Mais bien sûr, on a d'autres formes de haies, c'est ce que je vous disais. La plasticité de l'arbre permet d'obtenir beaucoup de choses. Et notamment, on a aussi vu des haies avec des arbres fruitiers. C'est la seconde photo en haut à droite que je vous ai mis. Alors ça, c'est une haie de Gâtine dans les Deux-Sèvres, où c'est une haie basse finalement, qui est taillée au carré, qui avait un rôle de clôture, qui est surmontée de pommiers, qui permettait de produire des fruits et aux agriculteurs d'avoir une double activité, à la fois une activité d'élevage et de production de pommes. Donc la haie avait un double rôle, à la fois le rôle de clôture et le rôle de production. Donc c'est un petit peu les premières, quand je vous disais qu'on pouvait conduire les haies de façon pertinente par rapport à nos enjeux. Là, on est dans l'exemple typique un peu d'un début de génie de l'arbre finalement, où les paysans avaient déjà créé des structures arborées utiles à la fois pour eux et pour les autres, quoi. Donc, un autre type de haie qui nous montre un petit peu la plasticité de l'arbre et les différentes modes de conduite qu'on peut leur mettre en place, c'est une haie avec des arbres têtards. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un arbre têtard, c'est un arbre que l'on va tailler très régulièrement à une certaine hauteur, ce qui lui confère un tronc et une tête très épaisse en forme de têtard de grenouille. Donc, cette taille était privilégiée notamment par l'élevage pour pouvoir produire pour produire du bois de chauffage en hauteur, de façon à ce que les jeunes rameaux ne soient pas grignotés par le bétail. Et on s'est rendu compte que cette forme arborée, vraiment très spécifique, non seulement était plus productive qu'un taillis à ras du sol, donc était très intéressant pour produire du bois de chauffage, mais en plus accueillait une biodiversité des espèces rares très importante. Donc on est vraiment dans un autre exemple de génie un petit peu lié à l'arbre, qui permet d'augmenter la production finalement et d'avoir un bénéfice d'intérêt général pour la biodiversité. Donc voilà une autre forme de haie que l'on peut trouver, c'est toujours en Gâtine, mais aussi dans le Marais Poitevin, ou même dans le Pays Basque, on a beaucoup trouvé d'arbres têtards. Et enfin, j'ai mis un dernier exemple qui est la haie basse, parce que si on a beaucoup vulgarisé la haie haute, une simple haie basse qu'on va laisser pousser, évidemment, on va pas la tailler au carré, sinon elle perd tous ses intérêts, on va dire, généraux. Elle va avoir aussi des intérêts généraux, des intérêts en termes de clôture. Ça va être une haie qui va être mellifère de par ses fleurs. Certaines espèces sauvages spécifiques, par exemple, comme la pie-grièche écorcheur, vont pouvoir trouver refuge dedans. Donc la pie-grièche écorcheur, c'est un petit oiseau, pour ceux qui ne le savent pas, qui écorche des insectes dans les épines des haies. Donc elle aime forcément ces haies-là plus que les autres. Donc voilà, l'une des formes arborées que l'on peut utiliser sur son exploitation et qui est très connue, très vulgarisée, c'est la haie champêtre. Hein. Donc évidemment, les nouvelles techniques de plantation, on fait attention de réaliser des plantations de façon à ce qu'elles soient le plus intégrées dans l'exploitation et qu'elles ne gênent pas l'exploitation des terres. Donc d'autres formes traditionnelles de plantation qui sont intéressantes, c'est du classique là. Hein. Après on va rentrer dans des choses un petit peu plus nouvelles. Le verger, évidemment, qui est toujours utile pour obtenir un complément alimentaire, voire un complément de revenus. Attention néanmoins sur les variétés que l'on utilise, c'est-à-dire qu'un fruit se décline sous plusieurs variétés et les variétés
tout comme un arbre, ont chacune leurs intérêts. Donc, on fait attention, quand on plante un verger, sur le choix des variétés en fonction de ces objectifs. Enfin, l'alignement d'arbres, également, très classique, qui a un rôle paysager important, mais qui peut avoir aussi un rôle productif intéressant. Là, on voit qu'il y a un alignement de noyers. Donc, historiquement, les paysans, entre guillemets, récoltaient les noix pour un complément alimentaire ou pour la vente. Donc, ça, c'est aussi très intéressant. Le bosquet, donc les bosquets qui maintenant font un petit peu un retour en force, notamment dans les parcs à volailles, où ils sont très intéressants pour permettre aux volailles, aux canards, d'occuper tous les parcs qui leur sont à disposition. Donc ça, c'est aussi un point important. Et l'arbre isolé, donc c'est toujours intéressant dans une parcelle pour faire un point d'ombre, un repère ou un repère visuel. D'accord. Donc voilà un petit peu les formes traditionnelles. Et maintenant, on a aussi des nouvelles formes qui apparaissent, de nouvelles formes arborées qui apparaissent dans les parcelles. Donc, on va pouvoir changer. Voilà. C'est l'agroforesterie intraparcellaire. Alors ça, c'est à la fois une mise à jour de modèles agricoles paysans, parce qu'on a toujours eu des formes agricoles qui détenaient des arbres dans leurs parcelles, notamment ce qu'on appelait les pré-vergers normands, où les vaches pâturaient sous des pommiers haute tige, c'est-à-dire de plein vent, et qui permettaient d'associer la production de pommes, notamment de cidre, avec l'élevage de vaches. Mais on a maintenant créé de nouvelles formes agroforestières, des arbres dans les parcelles et qui s'adaptent à toutes les formes de production, aussi bien en maraîchage, en parcours en volaille, en grande culture et en élevage. Donc, par exemple, en maraîchage, on associe souvent le maraîchage avec des arbres fruitiers. Alors, pourquoi? Ou bien des arbres têtards pour produire du BRS, du bois réamel fragmenté. Mais le plus souvent, les maraîchers sont demandeurs d'une forme d'agroforesterie intraparcellaire où on va planter des lignes d'arbres fruitiers entre leurs planches de maraîchage de façon à ce qu'ils puissent produire des fruits et les commercialiser en complément de revenus, quoi. Donc ça, c'est une forme d'agroforesterie qui est très intéressante et qui se développe. Alors toujours attention aux variétés que l'on choisit en fonction de ces objectifs. Et puis si on n'a pas assez de fruits pour vendre, c'est toujours un complément alimentaire pour la ferme. L'arbre bénéficie des soins apportés aux légumes et il apporte un complément de revenu, aussi une températion du climat, etc. Donc on y reviendra. Donc l'agroforesterie se décline aussi dans les parcours à volailles. De plus en plus, les parcours à volailles sont arborés de façon à permettre une bonne circulation des volailles dans les parcs. Sinon, on se rendait compte qu'elles restaient près des bâtiments et c'était pas l'intérêt. Donc, avec un parcours à volailles bien planté, on arrive à faire circuler les volailles sur tout le parc et c'est beaucoup plus intéressant. Elles ont un sentiment de protection et circulent beaucoup plus facilement. Alors, je vais parler aussi surtout de l'arbre des grandes cultures, parce que longtemps, l'arbre a été exclu principalement des grandes cultures, quoi, hein, parce que ça gênait le matériel agricole. Et maintenant, en disposant des lignes de plantation d'arbres de façon adéquate, avec un diagnostic préalable important, on arrive à permettre la grande culture et la présence d'arbres dans les parcelles. Alors souvent, en grande culture, on est sur des arbres avec des objectifs de foresterie, c'est-à-dire produire principalement du bois d'œuvre, comme du peuplier ou des fruitiers précieux, mais sachant que la parcelle va aussi bénéficier d'autres intérêts grâce aux arbres que je vais développer ultérieurement. Et enfin, l'agroforesterie intraparcellaire est aussi présente dans l'élevage, où les arbres sont très intéressants pour l'ombrage, bien sûr, mais aussi en complément alimentaire. Donc, je vais y revenir. Alors, ce qui est très intéressant dans ce système d'agroforesterie intraparcellaire, c'est que les chercheurs ont découvert que la production globale de la parcelle en termes de matière vivante est plus importante que si on séparait les productions. C'est-à-dire que si je prends une parcelle de maraîchage ou une parcelle de culture,
avec 1 hectare en agroforesterie intraparcellaire, on va produire plus de matière vivante que si on avait séparé, on va dire, 0,2 hectares de forêt et 0,8 hectares de culture. Donc, on a un gain de la production globale de la parcelle grâce aux interrelations entre les arbres et la culture. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un système qui globalement est plus productif. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très très spécifique à l'agroforesterie intraparcellaire. Donc en associant toutes ces formes arborées sur une exploitation, on peut avoir un système de production qui est très intéressant. Donc voilà, après, alors pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi tant d'arbres? Pourquoi utiliser l'arbre dans ma ferme? Donc je vais apporter quelques éléments, bien sûr, vous vous en doutez bien. Donc il y a plusieurs intérêts. Il y a des intérêts tout d'abord directs qui sont, je vais commencer à les aborder un petit peu, des intérêts de production. Donc par exemple le bois, bon c'est bien connu, hein, c'est les mêmes intérêts qu'en foresterie. Les arbres permettent de produire du bois. Alors du bois d'œuvre, hein, c'est tout ce qui est fruitier précieux, le noyer, le chêne, tous les fruitiers moins connus comme le cormier, l'alisier, le poirier. Donc, faut savoir qu'une bille de noyer, ça, en gros, la valeur, c'est encore 300 € le mètre cube. Il y a toujours des marchés de niche avec pour du bois d'œuvre, du moins c'est quelque chose qui peut être intéressant. Le bois de chauffage, bien sûr, ça c'est toujours une valeur sûre. Le bois bûche, c'est toujours quelque chose qui se vend bien. Donc avoir éventuellement des arbres têtards que l'on bûche tous les ans, on peut vendre le bois. Et on peut aussi se chauffer tout simplement au bois. C'est quelque chose qui est facilement valorisable. Et le bois permet aussi de fabriquer des piquets de clôture notamment, des tuteurs pour tenir des filets de protection. Notamment l'acacia et le châtaignier, qui sont des essences intéressantes. Donc, l'une des premières sources de production de l'arbre, c'est le bois, pour le bois d'œuvre, le bois de chauffage. Les arbres peuvent permettre aussi, le bois peut permettre aussi de produire de la litière. On sait que, bon, pour la litière, traditionnellement, c'est la paille qui est utilisée, mais le bois peut aussi former une très bonne litière, très efficace, très absorbante. Alors, la couleur est plus gênante parfois, mais on sait qu'on a de très très bons retours sur des litières faites avec du copeau de bois. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être produit à partir du bois des haies. Alors ce que je vous disais aussi, les arbres permettent de produire des fruits, et ça c'est pas négligeable, hein, parce que on a des besoins en fruits qui sont pas forcément comblés, notamment sur tout ce qui est fruits secs, les amandes, les noix, les châtaignes. Donc, produire, ou même des pommes, hein, des fruits plus traditionnels. Donc, produire quelques fruits sur sa ferme, ça peut avoir des intérêts. Dernièrement, je travaillais avec un paysan boulanger qui me disait pourquoi pas planter des amandes, parce que lui, il fabrique du pain et puis il les parfume parfois avec des miettes d'amandes. Donc, ça va être une piste pour son prochain projet d'agroforesterie. Alors, attention toutefois, c'est vrai que les arbres fruitiers, c'est quand même, je mets en garde tout de même, hein, c'est quand même quelque chose de délicat, entre guillemets. Ça demande aussi un petit peu de savoir-faire pour les conduire convenablement. Donc, il y a une réflexion à mener en amont sur le choix des variétés. Nous, on est plutôt partisans de privilégier des variétés qui vont être un peu moins productives, mais plus résistantes aux maladies, qui sont intéressantes en bio, bien évidemment, hein. Et c'est souvent les variétés fruitières locales. Donc sur l'amandier, il y a des amandes locales qui ont été sélectionnées, alors un petit peu arbitrairement, notamment des amandes du bout du nez. Donc on va être en phase d'expérimentation pour tester ces variétés-là dans des systèmes agricoles pour voir si elles sont intéressantes pour les agriculteurs. Donc si des gens sont intéressés, bon, on a des pieds qui vont être disponibles, quoi. Donc voilà, la production de fruits, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et j'ai des exploitants bio qui sont proches de Montalembert qui nous commandent régulièrement tous les ans une trentaine d'arbres fruitiers pour leur ferme, pour faire de l'autoconsommation et aussi pour pouvoir les vendre, compléter des paniers d'amas notamment. Donc c'est une piste qui est intéressante. Et quelque chose qui se développe aussi actuellement, c'est l'arbre fourrager.
c'est-à-dire que certains arbres vont être plantés pour produire du fourrage au bétail. Donc notamment, on a une expérimentation qui est en train d'être conduite par l'INRA de Lusignan. C'est le projet Oasis, où ils sont en train de tester toute une batterie d'essences différentes pour voir le bénéfice alimentaire que peut en tirer le bétail en termes de compléments alimentaires et en termes de diminution du parasitisme. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu, qui a toujours été empirique. Les gens ont toujours observé que le bétail mangeait du fourrage issu des arbres. Et là, on a vraiment une expérimentation qui est en train d'être menée pour essayer d'avoir des résultats de solidifier les résultats que l'on connaît sur les arbres fourragés. Mais c'est quelque chose qui est intéressant. Et aujourd'hui, on commence à avoir des éleveurs qui nous demandent de planter des arbres fourragés en vue de complémenter un petit peu l'alimentation de leur troupeau. Donc voilà, les arbres sur une exploitation ont un intérêt, on va dire, un intérêt direct, peuvent avoir un intérêt direct de production pour de l'autoconsommation ou un complément financier. Et l'arbre est aussi un outil de production indirect. Alors je vais m'expliquer. Alors ça a été très très vulgarisé, c'est l'influence de l'arbre sur le climat local. Notamment la haie champêtre, la célèbre haie brisant de Soltner. Donc c'est le petit diagramme que je vous ai mis en haut à gauche, qui est d'ailleurs issu d'un livre de chez Soltner. Donc on s'est toujours rendu compte que la haie brisant notamment, tempérait le climat, les variations thermiques, jusqu'à une hauteur, jusqu'à une distance de 10 à 15 fois la hauteur de la haie. Et que cette températion du climat avait des effets bénéfiques sur le rendement de la culture. Alors évidemment, au pied de la haie, cet effet ne se voit pas, il est contraire, on a une perte au pied de la haie, mais au-delà, on a un gain qui est lié à cette températion du climat. Alors pourquoi? Parce que quand il fait très chaud, d'habitude la culture ferme ses stomates pour éviter de dessécher. Et là, comme le climat est tempéré, les stomates ne se ferment pas et la photosynthèse se prolonge un petit peu plus longtemps, dans certaines limites, bien sûr. Et c'est la même chose quand il fait très froid. Comme le climat est tempéré, les stomates sont fermés plus tard et donc la production est un petit peu meilleure. Donc on a des études qui ont prouvé que ce gain était réel. Dans le cas, bien sûr, de cultures qui ne sont pas irriguées ou quand on a une irrigation, on a une disponibilité en eau qui est complète, donc effet brisant ou pas, ça pousse. Et voilà, la haie tempère le climat et ça peut être un bénéfice très intéressant pour une culture. Et même aussi, on s'est rendu compte dans des parcelles qui sont pâturées, avec cette températion du climat qui peut être induite par une haie brise-vent ou bien aussi par de l'agroforesterie intraparcellaire, l'herbe est disponible de façon un petit peu plus précoce pour le bétail et elle est disponible aussi un petit peu plus longtemps. Ou en tout cas, on a des décalages qui peuvent être intéressants pour un producteur. Alors ça, la démonstration, elle est faite depuis longtemps, notamment dans les systèmes agroforestiers des pays du Sud, l'Espagne et le Portugal, où ils parlent de DDAS ou de montados. J'ai peut-être écorché un des deux mots. C'est en fait un système où le bétail ne peut pâturer que sous les arbres parce qu'il fait tellement chaud que le seul endroit où il y a de la fraîcheur, c'est sous les arbres et c'est là où l'herbe pousse. Donc ce rôle de températion du climat, surtout avec les canicules qui sont a priori vont se développer de plus en plus, c'est un rôle important de production indirecte. Un autre rôle qui est très intéressant des arbres sur une exploitation agricole, ça va être par rapport à la qualité du sol. Il faut savoir qu'un sol, à la base, les sols que l'on cultive, ce sont d'anciens sols forestiers. Parce que le dernier, un petit peu, quand un sol se crée, la dernière chose qui apparaît, ce sont les arbres. Donc les sols forestiers, quelque part, ce sont les meilleurs. Et nous, on bénéficie finalement des déforestations, qui ont eu lieu auparavant. Donc réinjecter des arbres sur ces parcelles, c'est réinjecter un petit peu un outil de fabrication du sol. Pourquoi? Parce que les feuilles
en tombant dans la terre, en se dégradant, les racines, les arbres perdent un volume de racines tous les ans, en se dégradant, vont améliorer, restructurer les sols et les améliorer agronomiquement. C'est un petit peu sur ce fondamental-là que se base que rencontre le succès du BRF. Le BRF, finalement, on réinjecte de la matière organique dans le sol, issue des arbres, et ça permet de régénérer ces sols. Donc l'arbre est vraiment un outil de maintien de la qualité des sols par la dégradation de la matière organique qu'il génère. Et en plus, des arbres bien placés sur une parcelle, c'est-à-dire perpendiculairement aux pentes, sous forme de haies ou sous forme d'agroforesterie dans des parcelles de culture, vont permettre de freiner le ruissellement des eaux, l'érosion aussi éolienne, l'érosion due à l'eau, et de conserver le sol sur le territoire. Donc, dans des sols pentus, c'est très intéressant d'avoir des arbres situés pertinemment pour maintenir les sols sur l'exploitation. Donc voilà un rôle indirect aussi très important. Bien sûr, ça c'est beaucoup plus facile à voir. La qualité de vie animale est améliorée grâce aux arbres sur une exploitation. On a des chiffres depuis longtemps qui montrent que des animaux dans des parcelles bocagères avec de l'ombre produisent plus que des animaux en plein soleil. Alors ça vaut pour tout le bétail, c'est pour ça que j'ai mis cette photo où on voit une vache avec des poules. C'est quelque chose d'important. La qualité de vie animale est meilleure quand on a des arbres sur les parcelles. Et cette année, on a beaucoup plus de personnes qui nous contactent pour passer à de l'agroforesterie intraparcellaire en élevage, pour faire de l'ombre à leurs bêtes et que leurs bêtes retrouvent un petit peu de fraîcheur durant l'été et qu'elles soient davantage dehors que dans les bâtiments où ils préfèrent investir finalement les gens dans des arbres qui vont faire de l'ombre que dans des bâtiments climatisés. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'on sait que la clim participe au réchauffement climatique. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc la qualité de vie animale est grandement améliorée grâce à des arbres dans les parcelles. Et enfin, aussi un paramètre qui est important en bio, c'est que les arbres, en association avec d'autres structures, il n'y a pas que il y a d'autres structures agroécologiques qui sont intéressantes, permettent aussi de maintenir, développer les auxiliaires de culture sur l'exploitation, en leur donnant, en gros, le gîte et le couvert. Alors j'ai mis quelques exemples d'auxiliaires de culture. On voit une mésange. Il faut savoir qu'un couple de mésanges, c'est 8000 chenilles par an. Les cirques, les carabes, ce sont des redoutables prédateurs pour les pucerons, les limaces. La coccinelle, c'est très connu. On a aussi l'abeille qui va être favorisée grâce aux haies parce qu'elle va trouver du nectar. Donc la haie en association avec d'autres structures comme une bande enherbée à son pied ou une mare permet vraiment de développer et de maintenir ces auxiliaires de culture. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que les carabes, par exemple, c'est un prédateur de limaces nocturne, mais il peut se déplacer que de 30 mètres. Donc, d'avoir une haie associée avec des arbres intraparcellaires, ça va leur permettre de circuler beaucoup plus sur la parcelle et de pourchasser un petit peu les ravageurs des cultures beaucoup plus facilement. Donc, ces auxiliaires de culture sont aussi très importants et sont apportés par les systèmes arborés de l'exploitation, en plus d'autres systèmes, bien évidemment. Donc, pour pas aller trop, je vais pas développer ça davantage, on pourrait poser des questions. Mais voilà un petit peu les rôles indirects importants de l'arbre et de la haie sur une exploitation agricole. Vincent, juste, oui. Vincent, je te propose effectivement, c'est difficile d'accélérer, mais voilà, de passer peut-être plus rapidement sur les outils d'intérêt, enfin sur le rôle d'intérêt général des haies. Et puis j'ai déjà 2 questions qu'on posera à l'issue de cette partie, voilà. D'accord. J'ai jusqu'à quand là pour que Là, tu as encore 5 minutes. Pas trop. 5 minutes maximum. 5 minutes, d'accord. Ok, donc je vais accélérer. Donc les rôles d'intérêt généraux. Donc ça aussi c'est aussi important parce que quand on plante un arbre, on le plante pour soi, mais finalement on se rend compte aussi qu'on le plante pour les autres. Donc les arbres ont aussi beaucoup d'intérêt par rapport à la biodiversité. Ils contribuent au maintien de la biodiversité dans les territoires ruraux.
par rapport à tout ce qu'on entend, notamment les dernières études qui avaient fait grand bruit sur France 2, que les oiseaux n'étaient plus présents dans nos territoires. Bon, mais bien sûr, les arbres contribuent à la présence d'oiseaux et de bien d'autres choses sur les territoires. Ils sont importants aussi pour la qualité de l'eau. On sait que l'état des eaux globalement est dégradé, les eaux de surface, mais aussi les eaux des nappes. Et les arbres, de par leurs racines, qui vont absorber le phosphore, le nitrate, etc., vont épurer un petit peu la qualité de l'eau. Le rôle paysager des arbres, on sait que les gens aiment bien avoir des arbres autour de chez eux. Souvent, la valeur des maisons est plus chère dans des paysages arborés qu'ailleurs. Donc ça aussi, c'est un rôle de bien-être finalement. Je lisais des études, alors c'est Francis Allais qui écrit là-dessus, que même la violence dans des villes qui sont arborées diminue. Donc c'est dire l'impact un petit peu des arbres sur les gens et le ressenti qu'ont les gens vis-à-vis des arbres, quoi. Et aussi, l'arbre est aussi ce qu'on appelle maintenant, c'est par rapport au réchauffement climatique, un puits de carbone, c'est-à-dire qu'il contribue à la réduction du carbone, du taux de carbone atmosphérique. Donc ça, c'est intéressant. Alors j'ai noté un chiffre un petit peu parce que bon, j'aime bien donner des chiffres. Un arbre absorbe en moyenne, alors évidemment selon l'espèce, etc., 30 kilos de carbone par an. Voilà. Donc voilà, tu peux changer de diapositive, Claire. Ça arrive, normalement. Oui, oui. Alors, ce que je disais, tout ça un petit peu la conclusion de cette présentation, c'est cette diapositive qui va apparaître, c'est que l'arbre, finalement, peut contribuer aussi à être un outil de valorisation de l'exploitation agricole. C'est-à-dire que, finalement, de par les rôles que l'arbre joue pour l'exploitation et pour les autres, c'est vraiment quelque chose qui met en valeur l'exploitation, qui peut mettre aussi, du coup, indirectement, met en valeur les produits qui sont vendus sur la ferme ou par la ferme. Et on a des labels qui commencent à exister pour traduire ce fait-là. Donc, on a notamment le label E, qui nous vient de Bretagne, qui apparaît. Mais on a aussi une sorte des concours qui matérialisent cet intérêt-là. Un concours agroforestier qui valorise l'arbre qui sélectionne finalement les fermes qui valorisent le mieux l'arbre sur leur exploitation, a fait son entrée au concours général agricole. Donc on a eu d'ailleurs une personne titrée dans le département de la Vienne. Et on a aussi d'autres labels comme le label végétal local, eux qui valorisent un petit peu la nature des essences qui sont utilisées sur les plantations. Donc tout ça, l'idée c'est vrai qu'on pourrait aussi imaginer qu'on ait une valorisation par la ferme agroforestière ou la ferme qui préserve ses arbres feuillés, qui viendrait en complément du label bio, par exemple. Ça pourrait être une idée à mettre en œuvre. Donc voilà pour cette diapositive-là. Comment tu veux qu'on procède après, Claire? Tu veux qu'on aborde les financements dans la foulée ou tu veux reprendre la main un petit peu? Ouais, on va peut-être faire un petit temps questions-réponses là rapidement sur cette approche plutôt technique et puis on parlera financement juste après. Je pense qu'on peut faire comme ça une petite pause. Est-ce que tu veux parler des plantations tout de suite ou on fait les questions? On va donc prendre les questions. Oui, alors pour l'instant j'ai 2 questions sur le chat. Donc Thierry qui voudrait connaître des exemples d'arbres fourragers, justement précisément. Est-ce que par rapport à l'expérimentation à l'INRA d'Usignan, il y a déjà des choses qui ressortent, des espèces? Non, pour l'instant, il n'y a pas de résultats. Ils n'ont pas commencé à faire pâturer le bétail, les espèces, quoi. Ça doit être pour dans les 2 ans qu'ils vont commencer à faire pâturer les espèces. Nous, on va sûrement organiser des journées un petit peu portes ouvertes pour que les gens viennent voir le projet Oasis et le découvrent là où des questions plus précises pourront être posées. On a des gens qui plantent des arbres fourragers. Il y a des observations, il y a des études qui montrent que c'est intéressant. Alors, j'ai pas les chiffres précis en tête là comme ça, quoi. J'ai pas, c'est pas ma thématique de prédilection.
Donc je sais que ça existe, mais je pourrais essayer d'envoyer des références. J'enverrai des références à l'issue de la conférence. Je ferai quelques recherches pour avoir des chiffres et répondre et amender mieux cette question. D'accord. Sachant que Bio Nouvelle-Aquitaine a aussi proposé, toujours en partenariat, je pense, avec l'INRA du Lusignan, avec notamment Philippe Desmaisons, des formations aussi sur cette question de l'arbre fourrager. Donc voilà, c'est des questions émergentes, donc faut rester en veille et puis essayer de participer aux journées portes ouvertes, aux formations sur ces thématiques. Et puis en complément, donc Gildas aussi demande, donc lui n'a pas bien compris le lien entre l'effet brise-vent et ce que tu as évoqué, la remise à l'herbe plus précoce. Donc pourquoi il y a ce décalage potentiel ou du fait de la présence des haies, potentielle mise à l'herbe plus précoce. Est-ce que tu peux préciser ça ou est-ce qu'on n'a pas bien compris? Alors, c'est lié à. Alors c'est pas forcément c'est pas forcément l'effet brise-vent, c'est que sous les arbres, l'ambiance est en gros près des arbres des haies. Alors pour les haies à une certaine distance, on a vu par rapport à l'effet racinaire qui peut être fort, on a une sorte l'ambiance est plus humide, donc l'herbe pousse un petit peu plus rapidement au moment où la chaleur augmente. Quoi. Ça c'est des observations qui ont été faites de terrain, quoi, et qui sont confirmées par des observations empiriques plutôt dans les pays du Sud, quoi. L'effet que le climat soit tempéré, l'herbe se développe un petit peu plus tôt et reste un petit peu plus tard, mais ça reste dans du domaine de la températion, quoi. Donc voilà un petit peu l'effet, quoi. C'est le fait un petit peu que l'humidité est un petit peu plus forte, quoi. Ok. Parfait. Alors si je reprends juste les questions qui ont été posées rapidement avant de passer à la seconde et dernière partie parce que le temps passe. Il y avait donc des questions, je pense, auxquelles on a répondu sur le rôle des haies, sur les auxiliaires, en parlant du gîte et du couvert. Voilà, de l'effet sur le rendement, donc les effets plus agronomiques aussi de la haie. Sachant qu'il y avait notamment des questions sur quel est le rôle de la haie sur les mauvaises herbes, les ravageurs, les maladies. Je tiens aussi à rappeler que du coup là on est en système agricole bio, donc on parle surtout d'une approche globale et la haie, l'arbre sont un des éléments de gestion aussi de toutes ces problématiques d'adventices, de ravageurs et de maladies. Et contribuent de manière importante, mais donc sont un des éléments. Et il y a beaucoup d'autres leviers agronomiques et environnementaux dans nos systèmes globaux bio pour gérer ces aspects justement ravageurs, maladies sur les cultures. Donc là, c'est un des éléments qui nous paraît important, mais c'est pas le seul. Et on a des formations complètes qui durent plusieurs jours pour aborder ce sujet-là. On avait une question sur le stockage de carbone. Vincent a répondu. Et puis après, je pense les autres questions concernent plutôt la deuxième partie. Donc je te redonnerai bien la parole, Vincent, pour parler plantation et puis après financement. Oui. Alors les plantations. Donc quand on veut avoir un projet de plantation, donc bon, évidemment on veut le réussir, donc ça demande de répondre à quelques fondamentaux de base. Les fondamentaux, c'est déjà la qualité des plants avant de les planter. Donc pour planter une haie, par exemple, on est sur des plants, du jeune plant, on plante petit, quoi, parce que sinon c'est la seule façon de garantir un taux de reprise des végétaux satisfaisant. Et on plante évidemment des essences qui poussent naturellement sur le territoire de façon à ne pas avoir à les entretenir. Donc ça, c'est une première chose. Alors, on a également un label qui maintenant vient d'être créé. Il a maintenant moins de 5 ans, mais il est intéressant. Et qui nous garantit d'avoir des plants issus de graines prélevées sur le territoire. Donc, a priori, ces plants sont mieux adaptés aux conditions de sol et de climat que des plants issus de graines qui ne seraient pas prélevées sur le territoire. Et en plus, ce label-là nous garantit d'avoir une certaine diversité biologique intraspécifique maintenue, qui est une sécurité en plus par rapport à l'adaptabilité au réchauffement climatique. Donc ça, c'est issu un petit peu de théorie génétique
relativement poussé, quoi. Donc, mais voilà, ce label est intéressant pour garantir un peu plus la réussite de ces plantations. Donc, la qualité des plants est très importante, c'est ce que je disais, pour la plantation de haies, mais aussi pour l'agroforesterie intraparcellaire, que j'ai introduit un petit peu au cours du diaporama. Et on a aussi quelque chose qui est important, c'est la qualité quand on réalise une plantation du paillage. Le paillage, ça peut être par exemple de la paille qu'on va mettre au pied des arbres, pour parler simplement, une fois que la plantation est réalisée. Et ce paillage est primordial parce qu'un arbre, quand il est planté ses premières années, les racines sont en concurrence directe avec la végétation herbacée ou la culture. Donc mettre de la paille au pied, ça lui permet d'éviter cette concurrence pour l'eau. Et donc ça optimise un petit peu sa reprise et sa croissance. Et en plus, la paille ou le paillage, ça peut être du copeaux-bois, ça peut être un géotextile biodégradable, maintient l'eau dans les sols et ça lui permet vraiment d'optimiser la croissance des arbres. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et on a aussi un autre paramètre qui apparaît de plus en plus pour réussir ces plantations, c'est on a de plus en plus d'herbivores, de grands herbivores dans les territoires, et donc de protéger ou de prémunir un petit peu ces arbres de la dent du gibier, c'est important. Donc ça, c'est aussi un paramètre important pour bien réussir ces plantations. Donc ensuite, bien évidemment, on plante en hiver, hein, c'est le meilleur moment. Et l'optimum, c'est de planter à l'automne. Alors pourquoi est-ce qu'on plante à l'automne? Parce que ça donne à l'arbre le temps que ses racines installent une mycorhisation avec des champignons, ce qui va permettre à son système racinaire d'être beaucoup plus performant au printemps et de redémarrer beaucoup plus fort. Donc c'est pour ça que si vous anticipez bien votre projet de plantation, l'idéal c'est de l'anticiper dès maintenant. Vous pouvez être prêt pour planter en décembre et réussir une plantation qui va croître rapidement. Alors là, la photographie que je vous ai mise, c'est une plantation qu'on a réalisée sur la commune de Rouillé en 2011. Hein, et on voit, alors c'est des bonnes terres, hein, on est sur de la terre rouge à châtaignier, qui est de la terre, l'une des meilleures terres de la région Poitou-Charentes, mais avec voilà une protection sur le gibier satisfaisant, un bon paillage. En 7 ans, finalement, on a une haie qui est déjà fonctionnelle, quoi. Donc ça veut dire quand même qu'une plantation bien réalisée, on obtient un bon résultat. Si on a un système racinaire qui n'est pas dégradé quand on plante, c'est-à-dire qu'on a bien conservé les plants et qu'on plante au bon moment, on peut avoir vraiment d'excellents résultats, quoi. Donc ça, c'est un projet de plantation, ça se prépare en amont, ça se réfléchit, hein, quels sont les meilleurs endroits où planter, pourquoi, pour quels objectifs. Ça se prépare au niveau des travaux du sol en septembre-octobre, ça se plante en décembre, on paille bien et après on y revient un petit peu si on est sur de l'agroforesterie, il faut du suivi des arbres, mais après on a une bonne réussite, quoi. Donc je vous ai mis un lien YouTube que vous pouvez suivre. Ça c'est un petit tutoriel qu'on a réalisé, promet, sur très technique sur la technique de plantation d'une haie, mais qui peut s'appliquer aussi aux arbres et qui est toujours intéressant. Donc, s'il y a des questions sur la plantation, on est dans quelque chose qu'on pratique toute l'année. Donc là, il y aura aucun problème pour les questions. Je ne pourrais pas vous renvoyer sur de la documentation. Ouais, oui, il y a quelqu'un qui voulait... Oui, on va voir justement si tu, si tu vas avoir la réponse. Donc, Célia demande par rapport s'il est possible aussi de prélever des jeunes plants dans les taillis, type frêne, aubépine, de quelle taille? Et puis peut-être on peut aller plus loin. Est-ce qu'il est possible aussi de semer directement Oui, alors oui, c'est possible de prélever des jeunes plants dans les taillis, hein, frêne, aubépine, toute espèce. Hein. Il faut les prélever en hiver. Le mieux, c'est à partir de décembre, quoi, ou en janvier, quand on est dans les grands froids. Et surtout, il faut 40 cm, ça me paraît bien. C'est pas la peine d'aller au-delà. On pourrait aller au-delà, hein, mais 40, 60 cm pour la reprise du plant, c'est optimum. Et il faut prélever aussi une bonne partie du système racinaire, sachant qu'un arbre, on voit que la partie finalement émergée de l'iceberg, mais il a l'équivalent au niveau du système racinaire. Alors, pas avec la même forme, c'est-à-dire que le houppier aérien, les racines n'ont pas la même forme, elles s'étalent, mais il faut un maximum de racines pour éviter qu'il soit le moins traumatisé possible, quoi. Mais c'est tout à fait possible de prélever des jeunes plants dans les taillis, à condition de le faire au bon moment et de prélever une bonne partie du système racinaire. Moi, je recommande de les replanter aussitôt, à leur place définitive.
Et la hauteur, 60 cm maximum, c'est bien. Si vous plantez plus gros, le gain ne sera pas important parce que le temps que l'arbre refasse son système racinaire pour pousser correctement, il sera rattrapé par les plants plus petits. Et en plus, c'est beaucoup plus difficile de déraciner un gros arbre. Ok. Merci. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Quels sont les fournisseurs? Voilà, Emmanuel nous demande. Alors, excusez-moi, j'ai peut-être été trop vite. C'est pas grave, je laisse la diapo à l'écran. Donc, Emmanuel nous demande quels sont les fournisseurs de plants et est-il simple de trouver des variétés locales? Alors, je pense que tout dépend d'où se situe Emmanuel aussi sur le territoire. La réponse doit différer selon où on se trouve. Dans les Deux-Sèvres. Ok, il est pas loin. Deux-Sèvres, très bien. Alors, pour trouver des plants, alors nous, Promet, on fournit des plants en lien avec des pépinières forestières. Alors, de façon générale, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe, nous, on fournit en général, on promet à développer un service de fourniture de plants parce qu'on regroupe toutes les demandes finalement et ça nous permet de tirer les prix vers le bas et de ne pas avoir des frais de port auprès des fournisseurs. Donc, vous pouvez passer par nous pour du jeune plant champêtre de haies, des plants agroforestiers ou des arbres fruitiers. On va dire, en général, quand on accompagne un porteur de projet, on lui propose de lui fournir les plants. Mais sinon, il faut passer par des pépinières forestières. Il y a des grosses pépinières forestières qui sont connues. Hein. Il y a Bochery, Naudet, Le Mounier, qui fournissent du jeune plant. Ou aussi, pour tout ce qui est variétés fruitières, il y a des associations locales ou même des pépinières locales qui font des variétés fruitières locales. Nous aussi, on peut les fournir, bien évidemment. Donc voilà, il faut éviter, en général, moi ce que je recommande, c'est d'éviter tout ce qui est jardinerie, etc., qui sont déjà dans du commerce où les prix sont beaucoup plus chers. Et puis il y a peut-être moins de sensibilité au végétal et on va dire d'amour du métier entre guillemets. Bon, c'est mon point de vue personnel, excusez-moi. Mais voilà un petit peu. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc vous recommande de nous appeler pour vous fournir des plans si vous êtes dans les Deux-Sèvres. Un peu de pub, voilà. Du coup, juste avant d'aborder cette diapo, financer sa plantation, juste vous redire, parce que je repense à un rôle aussi direct de la haie qu'on n'a pas abordé, notamment en système bio et en zone de plaine, un rôle qui est, je dirais, de plus en plus important, c'est aussi une barrière aux contaminations interparcellaires entre parcelles conventionnelles et parcelles bio. Voilà, c'est quelque chose de plus important. On incite vraiment les producteurs bio à planter aussi des haies ou à mettre des bandes enherbées, mais à planter des haies pour faire un effet barrière entre parcelles conventionnelles et parcelles bio. Voilà, donc je l'ai oublié de le redire tout à l'heure, je me permets de le redire tout de suite. Oui, tu fais bien. Voilà, et puis du coup, voilà, on a fait, enfin, Vincent vous propose une diapo de synthèse, donc on est déjà à la bourre, désolé. On va vraiment aller vite sur la fin. Vous propose une diapositive de synthèse sur les différents financements qui existent pour financer des plantations. Alors, c'est plutôt des financements pour les deux premières lignes à destination des agriculteurs bio ou alors des fermes qui sont labellisées haute valeur environnementale niveau 3. Qui permettent de financer soit ce qu'on appelle la création d'infrastructures agroécologiques pour le premier, dont les haies, qui permettent d'obtenir un financement de 70% du taux, enfin un taux d'aide de 70% du montant total des investissements. Pour la ligne agroforesterie, c'est toujours une aide de la région Nouvelle-Aquitaine. Là, c'est un forfait par arbre. Donc voilà, vous avez un petit peu les montants là-dessus. Il existe aussi des dispositifs départementaux, des dispositifs proposés par des syndicats de rivières par rapport à un des rôles indirects qui est la protection de la qualité de l'eau. Donc là, il peut aussi, selon les territoires, y avoir des financements locaux à aller creuser. Et puis, il y a des financements privés, des fondations, du mécénat ou des concours type ferme d'avenir, agriculteurs d'avenir, qui peuvent également permettre de financer votre projet. Donc, je dirais les financements sont là. Donc, faudra, quand vous construirez votre projet, vous pencher un petit peu plus sur le sujet. Nous, spécifiquement à Bio Nouvelle-Aquitaine et je pense à Promet, on vous accompagne sur les deux premières lignes, puisqu'en fait, ces dispositifs sont réservés aux agriculteurs bio. Donc, vous êtes vraiment, ceux qui sont concernés, vous êtes vraiment le public cible de ces dispositifs. Donc, on vous accompagne spécifiquement là-dessus. Après, voilà, tous les autres dispositifs peuvent être utiles également.
Je sais pas si tu as des compléments, Vincent, là-dessus. Non, ce que je disais, c'est pour les agriculteurs conventionnels, c'est vrai qu'il faut se tourner de plus en plus vers les départements qui ont des lignes sur les plantations, quoi. Donc, si vous êtes dans des départements qui ne sont pas aidés, c'est quelque chose qui peut se développer, hein. Nous, on est sur des départements comme la Vienne ou les Deux-Sèvres qui n'étaient pas forcément dotés d'un dispositif d'aide et en le leur suggérant, en faisant remonter aussi les demandes des territoires, petit à petit, ça se met en place. Alors, au début, d'un point de vue ponctuel, puis après, un dispositif, on va dire, plus ou moins périn apparaît et se maintient. Donc ça, c'est intéressant. En général, si vous avez un opérateur d'agroforesterie, d'arbres ou de la haie sur votre territoire, il saura parfaitement vous renseigner sur les dispositifs d'aide à la plantation, Sachant que nous, à notre échelle, Promé, on a aussi des dispositifs en lien avec des mécènes comme les Nature, ce que je disais, qui peuvent exister. C'est pas forcément exhaustif, même si c'est quand même un bon tableau là que vous avez là. Ouais. Donc voilà. Alors les concours arbres d'avenir, là, ils ont été annulés dernièrement suite à la crise sanitaire. Donc on espère qu'ils vont refaire leur apparition plus tard. Voilà. Donc s'il y a des questions de toute façon là-dessus, on vous enverra les supports et notamment j'ai préparé aussi une diapo avec tous les contacts en lien sur le PCAE et puis voilà des liens vers certains de ces dispositifs d'aide. Avant de conclure et de rediscuter de certains points, de certaines questions auxquelles on n'aurait pas répondu, voilà, Vincent vous propose aussi de parler d'un projet global où l'arbre est présent à différents niveaux, je crois. Voilà, donc je vous présente la diapo à l'écran et pour répondre à Daniel, oui, vous recevrez les supports diapo par mail à l'issue de la conférence, il n'y a pas de problème. À toi, Vincent. Oui, alors cette diapositive, je l'ai mise. C'est un travail en fait qui a été mené sur une exploitation qui partait de zéro. Donc évidemment, toutes les exploitations ne partent pas de zéro. C'était une agricultrice, une jeune agricultrice, qui voulait vraiment démarrer sur un système agroforestier sur une exploitation qui est en grande culture, donc 90 hectares, autour du siège d'exploitation qu'on voit au milieu. Donc on a mené un travail, en fait on est plusieurs à avoir travaillé sur le sujet. Nous, Promé, on a mis un petit peu ce dossier entre les mains de l'école d'ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro, qui a développé un module sur l'agroforesterie. Et ils avaient pour mission de proposer un projet à cette agricultrice, évidemment un projet agroforestier, mais qui tenait compte évidemment des demandes de la personne, parce qu'elle avait quand même un certain nombre d'idées. Donc là, un peu, c'est le résultat final que l'on a obtenu, que je vous propose. Donc, on a divisé un petit peu son exploitation en 3 îlots. Hein, on voit un îlot 1 au nord avec les traits rouges là qui sont des parcelles d'agroforesterie intraparcellaire. Un îlot 2 au milieu, voilà, avec tous les petits points violets, et un îlot 3 et 4 au sud, mais c'est un petit peu la même chose. Donc le projet principal, on va dire, c'était l'îlot numéro 2. Donc on voit que c'est une grande parcelle de grande culture, où l'idée, ça a été de, tout autour de cette parcelle, de planter un alignement d'arbres fruitiers, c'est ça les petits points violets que l'on voit, pour produire du jus de pomme bio à plus long terme, pour avoir un complément de revenus sur l'exploitation. Et on ne s'est pas contenté évidemment de cet alignement. Il est doublé un petit peu plus loin par une haie champêtre pour le rôle, pour la biodiversité, évidemment, les rôles d'intérêt généraux, et aussi pour le rôle d'isolation vis-à-vis des conventionnels. Et cette haie champêtre et cet alignement d'arbres sont plantés dans une bande enherbée avec un couvert mellifère. Donc voilà un petit peu un premier traitement de la parcelle. Alors, au nord, on est sur de l'îlot numéro 1, on est sur de l'agroforesterie intraparcellaire, je veux dire classique de grande culture, avec des lignes d'arbres dans la parcelle, donc qui vont être intéressantes pour jouer un rôle relais par rapport aux auxiliaires de culture, par rapport à la régénération des sols, avec des arbres qui auront un intérêt par rapport à la qualité du bois d'œuvre. Donc là, c'est vraiment, dans cet îlot-là, une plantation
pérenne pour faire du bois d'œuvre pour les petits-enfants, quoi. Mais indirectement, l'agroforesterie va bénéficier par ses rôles de production indirecte que j'ai développés précédemment, par son rôle paysager. Et au sud, là, l'îlot numéro 3 et 4, on est dans une parcelle en forme de V, donc avec du ruissellement des eaux. Et on va dire l'intersection entre l'îlot 3 et l'îlot 4, c'est un fossé. Donc de part et d'autre de ce fossé, on a implanté une bande enherbée pour freiner un petit peu le ruissellement des eaux. Et cette bande enherbée sera plantée de bouleaux. Pourquoi des bouleaux? Parce que l'idée, c'était de, pourquoi pas, produire de la sève de bouleau, qui est un produit qui se vend. Ça se vend à peu près 15 € le litre. Donc, c'est aussi d'associer un petit peu la plantation et la production. Et on aura également des champêtres de part et d'autre par rapport à l'isolation vis-à-vis des conventionnels alentours et aussi par rapport à une problématique ruissellement des eaux. Donc voilà un peu une ferme qui a pensé un petit peu globalement son exploitation en agroforesterie avec l'arbre, l'alignement d'arbres, les haies, l'agroforesterie, quelque chose d'assez complet, sachant qu'on a travaillé aussi sur l'arrivée sur la ferme pour avoir une entrée paysagèrement intéressante. Et alors c'est un modèle à partir de la grande culture, mais on aurait pu faire quelque chose de très différent sur d'autres modèles, un modèle d'élevage, un modèle de viticulture, un modèle de maraîchage. Voilà, c'est un projet qui émerge avec la plasticité de l'arbre. On peut faire beaucoup de choses, quoi. Donc mais c'est un exemple. Et ce prix a été primé à un concours privé. Donc la personne avait gagné 16 500 € pour mettre en œuvre ce projet-là, qui est finalement relativement peu par rapport à l'ampleur du projet. Mais si on complémente ça avec les aides publiques qui lui sont accessibles, ça fait au final un projet ambitieux, mais qui pourra être bien financé. Donc voilà un exemple de projet global, donc de ferme globale traitée en agroforesterie. Parfait. Voilà, j'ai terminé pour cette diapositive. Super, merci beaucoup. Alors, excusez-moi, je bug. Voilà. Donc Vincent, on a terminé sur sa présentation. J'ai vu qu'il y avait 2-3 questions. Juste en complément, parce qu'on est un petit peu en retard, comme je vous le disais, je vous présente rapidement le projet collectif qu'on a mené en Vienne, justement en partenariat entre Promet et Bio Nouvelle-Aquitaine, qui est le projet collectif de plantation de haies qu'on a mené ensemble. C'est un projet qu'on a porté, nous, à Bio Nouvelle-Aquitaine, en répondant à un appel à projet régional pour planter des haies sur 11 fermes bio, du département de la Vienne. On a ainsi pu planter sur l'hiver 2019-2020 5 km de haies, et il y a le projet aussi de création d'une mare. Et ça a permis aux producteurs de bénéficier effectivement des aides de la région pour financer leurs investissements, mais ce projet collectif a aussi permis de créer justement un petit groupe d'agriculteurs intéressés par le rôle de la haie. Ils avaient tous des motivations un petit peu diverses. Ils étaient localisés, comme vous le voyez sur la carte, un petit peu partout sur le département. Et puis ça a permis aussi de financer des animations, des chantiers participatifs autour de la haie, des fiches de ferme de démonstration, voilà, des outils aussi pour permettre de vraiment valoriser la haie et de promouvoir la haie et l'arbre sur les fermes bio. Voilà, donc je vous dis ça très rapidement. Il y aura des supports qui seront certainement diffusés et diffusables prochainement sur nos sites internet sur ce projet. Il y a un nouveau projet collectif Haies Bio ou deux ou plusieurs qui peuvent émerger dans la région Nouvelle-Aquitaine, parce qu'en fait pour pouvoir bénéficier des aides, notamment de la région, le financement à 70% des plantations, vous pouvez soit déposer en tant qu'agriculteur un dossier individuellement ou participer à un collectif. Bio Nouvelle-Aquitaine, au vu de cette première expérience en Vienne, on souhaiterait renouveler l'expérience. Donc si vous êtes intéressé vous-même pour planter des haies, voilà, rapprochez-vous de nous. Dans les supports qu'on va vous envoyer, vous aurez nos contacts pour qu'on puisse voir si vous correspondez un petit peu au projet et si c'est pertinent d'intégrer un collectif pour planter des haies ou créer des mares. Hein. D'ailleurs, il y a d'autres investissements qui sont finançables sur votre ferme bio. Voilà, j'ai été très vite sur la fin.
on est en retard, mais il y a quand même quelques questions. Donc, puis tout le monde est encore là, donc je pense que ça veut dire que ça vous intéresse. Donc, je vais reprendre les questions pour Vincent, les questions notamment de Séverine qui se pose une question administrative sur le besoin éventuellement d'une autorisation de la DDT pour planter. Comment ça se passe au niveau administratif? Est-ce qu'il y a des autorisations? Alors, d'un point de vue administratif, alors, sauf dans des cas très particuliers, on n'a pas besoin d'autorisation de la DDT. Les seules fois où on a eu affaire à la DDT, c'est dans les cas de plantation compensatoire, où on plantait dans des zones Natura 2000, où ils avaient un droit de regard, mais sinon, il n'y a pas besoin de la DDT. Un autre cas où vous pouvez avoir besoin de la DDT, c'est si vous arrachez une haie et que la DDT vous demande de replanter par rapport à la PAC et notamment à la directive de la BCAE 7. Mais sinon, on n'a pas besoin de la DDT. Il y a d'autres démarches qui peuvent être nécessaires. C'est par rapport, quand on plante en limite de voie communale ou de voie départementale, de contacter la collectivité référente. Alors, si on est en bord de voie départementale, la collectivité référente, c'est le département. Et si on est en bord de voie communale, c'est la commune, voire la communauté de communes, pour que la collectivité fixe avec vous la limite de propriété et qu'on plante ensuite de façon adaptée par rapport à cette limite de propriété. On peut avoir une marge de négociation avec la collectivité pour essayer de gratter un mètre ou deux, quoi. Et il n'y a pas besoin de la DDT pour, en général, dans la plupart des cas, on passe pas par la DDT ou par une autorisation administrative. Très bien, merci. Et puis, Daniel avait aussi une question, là, cette fois-ci sur le drainage. Est-ce que le drainage présent peut empêcher la plantation d'arbres ou de haies? Et bien, souvent, on préfère ne pas planter quand il y a du drainage pour éviter de l'abîmer. J'ai pas trop de retours si c'est vraiment, faut vraiment faire attention ou pas, mais on préfère pas. Donc c'est vrai que en général, quand il y a un drainage, on évite ou on plante de façon à éviter les tuyaux de drainage. Ok. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent au niveau du chat? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas évoquées? Je reviens sur les questions que vous aviez envoyées au moment de l'inscription. Oui, on a quelques élus parmi nous, notamment des questions de comment lancer une plantation de haies à l'échelle communale. Alors, quelle est la démarche en gros pour un élu? La démarche, tout d'abord, pour un élu, c'est d'identifier un terrain sur lequel il peut planter, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre là-bas. Et après, on a des dispositifs d'aide à la plantation qui existent via la région ou bien via des financeurs privés. Donc la région utilise notamment, alors je crois que ça a changé, mais avant c'était un dispositif Trame verte et bleue. C'était des plantations en lien avec les corridors écologiques, notamment tout ce qui est schéma régional de cohérence écologique, tout ce qui est Trame verte et bleue. Et sinon, on a aussi des dispositifs privés qui existent. Nous, on a la possibilité d'aider 2 communes par département, dans les départements qui nous concernent, pour planter des haies et des vergers avec la caisse d'épargne notamment. Donc, je l'évoque. Ouais. Donc, en général, le plus simple, c'est d'identifier le terrain, de commencer à préciser un peu son projet, puis de prendre contact avec nous ou avec un opérateur de l'arbre et de la haie qui vous dira si votre projet est finançable ou pas. Voilà, sachant que nous, en général, on accompagne tous les ans, on va dire, une dizaine de communes par département dans des projets de plantation. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut donner lieu, alors en ce moment avec la crise sanitaire c'est délicat, mais ça peut donner lieu aussi à des animations avec les écoles. Les écoles, elles peuvent venir sur le terrain, réaliser les plantations. Ça leur plaît beaucoup aux enfants de réaliser les plantations et les enfants qui se découvrent, quoi. Donc voilà un petit peu la démarche, identifier le terrain, contacter un opérateur de la haie et programmer une plantation après demande de financement auprès d'une collectivité locale ou d'un financeur privé. Ok. Voilà.
Parfait, merci. Alors, deux questions. Alors, je vais prendre celle de Solène d'abord. Est-ce que des partenariats avec des associations naturalistes sont envisagés pour réaliser des suivis biodiversité sur le long terme? Donc là, voilà, on s'éloigne un petit peu du secteur agricole, mais là, c'est plus les partenariats avec donc des assos environnementales pour des suivis. De même, sur des approches territoriales, sont-elles étudiées dans sont-elles étudiées dans le cadre de restauration de fonctions écologiques? Trame arborée, altérée à restaurer, etc. Alors, pour la première question sur les inventaires naturalistes, oui, c'est déjà arrivé. Nous, alors ça dépend aussi des associations en fait naturalistes, de leurs projets. On avait récemment, quand je dis récemment, c'est dans les 5 ans, hein, on avait été sollicité par la Ligue de protection des oiseaux et l'association Vienne Nature. Non, c'était pas l'association Vienne Nature, c'était Poitou-Charentes Nature à l'époque, donc le regroupement des 4 associations naturalistes généralistes des départements de l'ex-Poitou-Charentes, pour leur communiquer des sites de haies champêtres, de plantation de haies champêtres, sur lesquels ils ont instauré un suivi naturaliste. Je crois que c'était sur les reptiles, les papillons et comment échapper une, les chauves-souris, pour voir un petit peu, c'était un petit peu voir en fonction de l'âge de la haie et de sa structure, lesquels étaient les plus riches en biodiversité. Donc il y a des partenariats qui existent, où nous on intervient un petit peu pour fournir les données de territoire, et après eux ils réalisent leur relevé naturaliste. Alors ensuite par rapport à tout ce qui est problématique trame verte et bleue, donc tout ce qui est finalement corridor écologique, les trames arborées que vous évoquiez, c'est pris en compte par les dispositifs d'aide à la plantation publique, les aides qu'on vous a présentées là, par exemple l'aide à la plantation de haies. Le projet a plus de chances d'être sélectionné s'il est en cohérence avec ce qu'on appelle le schéma régional de cohérence écologique, qui est un petit peu le recensement de tous les corridors écologiques régionaux et de surtout les zones sources qui sont reliées par ces corridors écologiques, et un projet qui va créer du lien entre les différentes zones sources, qui va créer du corridor, aura beaucoup plus de chances d'être sélectionné que d'autres. Et c'est dans ce même état d'esprit que la région finançait aussi des collectivités par le biais d'un dispositif qu'ils avaient appelé TVB, trame verte et bleue. Alors pour les non-initiés, c'est un petit peu complexe, mais c'était un dispositif qui ciblait spécifiquement les corridors écologiques pour essayer de les restaurer. Alors c'est quelque chose qui est très compliqué de restaurer les corridors écologiques, parce que finalement le nerf de la guerre, c'est le foncier. Quand on veut restaurer un corridor, on a le corridor écologique idéal, et on se rend compte que ce corridor écologique idéal, il passe par 5 propriétaires peut-être, et pour avoir l'accord des 5 propriétaires, c'est pas facile. Donc c'est quelque chose qui est pris en compte par les pouvoirs publics, la trame bocagère, la trame arborée, mais pour la restaurer, c'est un peu plus compliqué. On y arrive, mais c'est lent. Mais c'est pris en compte. Voilà. Parfait. Bah, merci bien. Ah, alors, juste une petite dernière question de Thierry et on va conclure parce qu'on est vraiment très en retard, et puis que certains participants sont en train de quitter la session. Donc Thierry demande, peut-on planter sur un terrain de pâturage pour les chevaux situé en bord de rivière? C'est possible. C'est possible, mais il faudra mettre en défense les plantations. Mettre en défense, c'est-à-dire les protéger, parce que les chevaux adorent les jeunes plantations, les arbres, etc. Ils les grignotent. Donc, c'est possible, sinon il n'y a pas de contre-indication. Parfait. Alors, voilà. Je pense que ce sera la dernière question. Merci Vincent, et merci pour tous ces apports, et puis merci à tous pour votre participation. Voilà, j'avais mis une petite diapo pour aller plus loin, parce que vous l'avez bien compris, là, c'était un peu pour vous donner envie aussi, et pour susciter des projets soit de plantation, soit des projets bio également.
Donc pour aller plus loin, que ce soit Promet Nouvelle-Aquitaine et puis nous bien sûr à Bio Nouvelle-Aquitaine, on vous propose des formations, on vous propose de l'information. Donc faut pas hésiter à consulter nos sites internet que j'ai cités sur une autre diapo, et aussi participer aux chantiers collectifs et bénévoles de plantation qu'on va organiser certainement près de chez vous, sur des fermes bio ou dans les communes, pour justement maîtriser un petit peu les gestes de plantation. Donc on vous enverra comme promis les supports pour que vous puissiez avoir les principaux éléments sous le coude, et puis bien sûr nos contacts pour que vous puissiez nous solliciter. Donc, comme je vous le disais, on vous envoie également un petit questionnaire une petite enquête de satisfaction, parce qu'on veut avoir vos retours sur le format, sur le fond, afin d'adapter éventuellement notre offre, puisque donc, comme je vous le disais en début, c'était une première pour ce rendez-vous qu'on vous propose. Donc merci à toutes et tous, on vous souhaite de planter plein de haies et de faire émerger plein de projets bio, et donc n'hésitez pas à nous solliciter, Vincent et moi, pour la suite de ce projet. À très bientôt.